Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter à la place d'Elisabeth, notre chef d'équipe, l'équipe Radopt, qui a accueilli donc Alam Majid en première année au lycée Pierre Fermat et Milan Gallego en troisième au collège Jules Vallès. Donc, l'équipe Radopt, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe qui travaille sur l'optimisation de la radiothérapie dans le cadre des glioblastomes et qui s'intéresse aux voies de signalisation moléculaire, c'est-à-dire des détails infimes de nos cellules, jusqu'aux essais cliniques. Donc, notre équipe, c'est une équipe de recherche qui est transversale et translationnelle. Par translationnelle, j'entends une collaboration entre l'Oncopole et le CRCT. Donc, à l'Oncopole, on a des patients qui sont atteints de glioblastomes qui sont traités à l'Oncopole. Le glioblastome, c'est une tumeur cérébrale qui est très agressive, qui a une survie moyenne de 15 à 18 mois et dont la récidive est quasi systématique. Donc, ces tumeurs cérébrales, elles sont traitées en premier temps par chirurgie, puis par chimiothérapie et radiothérapie. Cependant, on rencontre un problème, c'est justement la résistance et la récidive de ce type de tumeur. Donc, au sein du CRCT, on s'intéresse à l'étude des mécanismes qui sont mis en place par les cellules pour résister au traitement et pour récidiver. Donc, on va rechercher des cibles thérapeutiques qui vont permettre de sensibiliser les cellules et la tumeur pour pouvoir mieux répondre au traitement. Et en parallèle, on travaille également avec des physiciens pour optimiser la prise en charge de la radiothérapie chez nos patients. Une fois qu'on a trouvé des cibles qui sont intéressantes, on va passer aux essais précliniques chez la souris et ensuite on passe aux essais cliniques si les premiers résultats chez la souris sont concluants. Et là, dans ce cas, on retourne à l'Oncopole au niveau de nos patients. Le projet d'Alam et Milan s'est détaché un peu des travaux de l'équipe, puisque eux se sont intéressés à l'impact des pesticides. En effet, il a été constaté que chez les patients atteints de glioblastome, nombreux sont ceux qui travaillent dans le domaine de l'agriculture et de la viticulture. Les pesticides, ce sont des molécules qui sont censées cibler des organismes vivants précis tels que les champignons, les insectes, les mauvaises herbes qui prolifèrent dans les cultures. Donc c'est la spécificité de ces molécules qui est aujourd'hui remise en question et qui nous amène à nous interroger sur le danger que peuvent représenter l'utilisation de telles molécules sur la santé humaine. Donc les pesticides qui sont utilisés et sur lesquels Alam et Milan ont travaillé, ce sont des pesticides qui ciblent les champignons, donc ce sont des fongicides. Leur mécanisme d'action est basé sur le blocage de la prolifération des champignons en les privant d'énergie. Pour les priver d'énergie, ils ont impacté la mitochondrie de nos cellules de champignons. Donc le principe pour les pesticides, ça va être de bloquer cette mitochondrie. Et cette mitochondrie, c'est en quelque sorte la source d'énergie de la cellule. C'est elle qui va produire et fournir aux cellules l'énergie nécessaire pour leur bon fonctionnement. Donc en utilisant des fongicides, on va bloquer cette mitochondrie, ce qui va permettre d'affaiblir les champignons et donc de bloquer leur prolifération. Pour étudier leur impact sur la santé humaine, Alam et Milan ont étudié l'impact des pesticides sur les cellules de glioblastome et en particulier sur l'activité des mitochondries, puisque nous aussi, humains comme champignons, nous disposons dans nos cellules de mitochondries. Donc ils se sont intéressés justement à l'impact de ces molécules sur des cellules de glioblastome que vous pouvez voir en bas à droite de la diapositive. Ce sont des cellules qui sont issues de prélèvements de patients et qu'on cultive au laboratoire sous forme de neurosphères. Bonjour. Dans un premier temps, nous avons étudié l'activité de la mitochondrie en fonction de l'exposition à différents pesticides. Tout d'abord, nous avons ensemencé nos cellules que nous avons laissées proliférer pendant 7 jours. Une semaine après cela, nous avons isolé les mitochondries de nos cellules. Une fois les mitochondries prélevées, nous avons pu mesurer leur activité en les mettant dans un puits en contact avec les fongicides et les réactifs qui lui permettent de fonctionner. Parmi ces réactifs, il y en a un qui est bleu et qui va donner la coloration à notre suspension dans nos puits. Quand le réactif va être consommé, cette coloration va disparaître au cours du temps et nous allons pouvoir suivre cette disparition grâce à un lecteur de plaques durant 20 minutes. Ainsi, la consommation du réactif va
refléter l'activité de la mitochondrie. Dans le cas où le pesticide va bloquer la mitochondrie, le réactif ne va pas être dégradé et donc la couleur du bleu restera présente au cours du temps. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, après ajout des réactifs, tous les puits ont la même coloration. Puis, au bout de 20 minutes, certains puits seront transparents puisque la mitochondrie a dégradé le réactif et d'autres seront restés bleus à cause des pesticides. Après ça, nous nous sommes intéressés à la toxicité des pesticides par cytométrie en flux. Nous avons donc commencé par mettre en culture nos cellules avec un traitement de 48 heures à moyenne et forte dose, puis avec un traitement de 24 heures à forte dose uniquement. Par la suite, nous avons marqué nos cellules avec 2 sondes. La sonde rouge, appelée iodure de propydium, qui entre dans le noyau pour se fixer sur l'ADN lorsque la cellule est morte, car sa membrane devient perméable, et la sonde verte, appelée annexine 5, qui vient se fixer directement sur la membrane de la cellule. En effet, lorsqu'une cellule commence à mourir, certaines molécules normalement exprimées à l'intérieur de la cellule vont s'externaliser et ainsi pouvoir être reconnues par l'annexine 5 qui s'y fixera. Ainsi, ces sondes permettent d'exprimer une fluorescence analysée par le cytomètre. C'est une technique utilisée pour caractériser chacune des cellules via l'étude de cette fluorescence. De cette façon, chaque cellule passe une à une devant un laser et les sondes fixées sur les cellules mortes vont absorber l'énergie du laser et libérer une fluorescence, tandis que les cellules vivantes vont passer devant le laser sans rien émettre, ce qui nous permet de les différencier. Je vais donc vous présenter les résultats obtenus pour l'impact des pesticides sur l'activité de la mitochondrie. Sur ce graphique, on observe le pourcentage d'activité de la mitochondrie en ordonnée en fonction des pesticides à 3 doses différentes en abscisse. Nous avons aussi 2 conditions de contrôle, dont la condition DMSO qui correspond au solvant dans lequel sont repris les pesticides afin de vérifier que lui-même n'impacte pas les mitochondries. Premièrement, on constate que plus la concentration de fongicides est élevée, plus le pourcentage de l'activité de la mitochondrie va diminuer. Ensuite, nous observons que le bixaphène a la plus forte capacité d'inhibition, et cela dès une faible dose. En effet, même à faible dose, le bixaphène inhibe déjà 50% de l'activité de la mitochondrie. Quant au boscalide et au sédaxane, qui semblent avoir une capacité d'inhibition similaire, leurs effets n'apparaissent qu'à partir de 1 micromolaire. Grâce à cette expérience, nous avons démontré que ces pesticides censés inhiber uniquement la mitochondrie des champignons sont également capables de bloquer la mitochondrie humaine et ne sont donc pas spécifiques. Ensuite, nous nous sommes intéressés à l'impact des pesticides sur la viabilité cellulaire. Nous avons exprimé nos résultats en pourcentage de cellules mortes selon les différentes conditions. Et pour 24 heures d'exposition, à forte concentration, soit 10 micromolaires, on constate que le pourcentage de cellules mortes pour le bixaphène a augmenté de 3,5% par rapport au contrôle et que le pourcentage du sédaxane a augmenté de 2,6%. Quant au boscalide, à cette durée d'exposition, on n'a pas vraiment de mortalité. Par contre, à 48 heures d'exposition, on peut voir qu'à forte concentration, le pourcentage de cellules mortes a considérablement augmenté, avec plus de 16,5% pour le bixaphène et 10,5% pour le sédaxane. On remarque également qu'à 48 heures, le boscalide présente une toxicité, mais toutefois elle reste assez faible. Ainsi, ces molécules utilisées en agriculture induisent la mort de nos cellules in vitro. Cette toxicité des pesticides dépend de la durée d'exposition et de la concentration sur les cellules. De plus, comme pour l'activité de la mitochondrie, le bixaphène est la molécule ayant le plus d'effets, suivi du sédaxane, puis du boscalide. En conclusion, nous avons donc montré que les fongicides censés être spécifiques des champignons sont capables d'impacter les cellules humaines
aussi bien au niveau de l'activité de la mitochondrie qu'au niveau de la toxicité. Ces effets sont différents selon les molécules. Le boscalide, celui qui a le moins d'effets, présente seulement une inhibition de la mitochondrie. Le sédaxane, lui, présente aussi une inhibition, mais également une mortalité à forte concentration. Et quant au bixaphène, lui, il a la plus grande inhibition et le plus fort taux de mortalité. Les pesticides étudiés, en plus de ne pas être spécifiques, représentent donc un potentiel danger pour la santé humaine. Je tenais à remercier notamment notre encadrante Oriane, mais aussi toute l'équipe Radopt pour cette année de recherche passée avec eux, ou encore Stéphane. Merci de nous avoir écoutés.